Stai ascoltando Due a teatro, il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia, dedicato alla danza, all'opera alla musica, e al teatro. Speciale Danza. In collaborazione con Adrian Life Company Fondazione AM e Banco dell'Energia. E benvenuti e bentornati a Due a teatro. Ciao Anna. Ciao Tabata e ciao a tutti voi. Siamo fermati per pochissimo tempo per una pausa natalizia, ma siamo pronti a ripartire. E sai che in questa pausa sono passate tantissimi artisti famosissimi a Milano. Eh sì, e abbiamo per voi proprio un ospite molto speciale. Esatto, oggi è con noi danseur étoile de l'Opéra de Paris, Hugo Marchand. Benvenuto Ugo. Ciao Anna, ciao Tabata. Cosa significa per te essere un ballerino e come ti è nata questa passione? Pour moi, être un danseur, c'est mettre une intention dans le mouvement. J'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, j'ai pris conscience que mon corps allait être un outil pour expérimenter une forme de liberté et une expression qui n'était pas possible en dehors de cette expression de la danse. Donc pour moi, c'était comme si j'allais apprendre à utiliser un pouvoir un peu magique pour partager et pour faire ressentir des émotions très particulières à travers toutes ces intentions qu'on peut mettre dans le mouvement. Donc pour moi, c'est vraiment la clé, c'est l'intention que l'on met dans le mouvement, qui soit technique, que ce soit de la danse classique, de la danse contemporaine ou d'autres styles de danse. Nella storia della danza, lo stile francese è stato sempre associato alla maniera nobile, alla purezza dei passi e all'attenzione ai dettagli. È ancora così oggi? Je pense que oui. La manière dont on apprend la danse à l'école de danse de l'Opéra de Paris, on essaie de la rendre simple, de rendre les choses stylisées sans jamais en faire de trop, avec une précision et un souci du détail au niveau du travail, de la propreté de la technique, au niveau du travail de pied, au niveau du travail de l'en-dehors, au niveau du placement et de l'académisme des bras. On essaye malgré tout d'apporter un peu de flamboyance de temps en temps, mais on préfère en faire un peu moins qu'un peu trop. C'est peut-être d'ailleurs un des défauts de l'école française, puisque de temps en temps ça peut paraître un peu froid. Donc je pense que c'est intéressant de continuer à travailler ce style français, tout en lui amenant quelque chose aussi de peut-être un peu plus humain, un peu plus chaleureux, pour partager les émotions de manière un peu plus simple. Sei una figura molto seguita nel mondo della danza. Essere étoile ti dà delle responsabilità particolari? Je pense qu'être danseur étoile donne des responsabilités particulières, effectivement. Déjà parce qu'on porte des spectacles sur différentes scènes et c'est beaucoup de pression, pas mal de stress. On a envie de donner le meilleur, on a envie de raconter les histoires de la meilleure des manières possibles, que les gens passent un bon moment dans la salle. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné d'une compagnie, de partenaires, d'autres personnes qui tiennent aussi d'autres rôles. Donc c'est aussi un travail collectif, mais cette pression-là, elle est malgré tout assez forte. Et pour moi, le rôle de danseur étoile ne s'arrête pas forcément, ne s'arrête pas là, à l'endroit de la scène. Pour moi, il y a d'autres choses à faire en tant que danseur étoile. Parler de notre art au plus grand nombre, participer à des radios, à des podcasts, à la télévision, peut-être passer dans les magazines aussi pour simplement parler de notre art et le rendre populaire, le rendre démocratique, accessible, pour que les gens comprennent mieux aussi la beauté de la danse et qu'ils puissent eux aussi en profiter. Moi, en France, j'ai créé une association pour diffuser la danse dans les territoires ruraux, dans les campagnes. Et pour moi, c'est très important que ce rôle de danseur étoile ne s'arrête pas simplement au fait de danser sur scène. Hugo, all'Opéra Paris c'è questa tradizione di presentare il défilé del corpo di ballo. Puoi raccontarci di che cosa si tratta? Le défilé du corps de ballet de l'Opéra de Paris, c'est un défilé qui est là depuis de nombreuses années. C'est un défilé qui est là pour présenter toutes les personnes, tous les danseurs et toutes les danseuses de la compagnie et de l'école de danse. Donc ce défilé, il se place sur la marche des Troyens d'Hector Berlioz. Et toute la compagnie et toute l'école de danse est cachée dans ce qu'on appelle le foyer de la danse, qui est une toute petite studio qui est cachée derrière la grande scène. Et donc en fait, on est, je sais pas, environ 250 peut-être à être cachés dans ce petit studio.
Et il y a un effet de lumière qui fait que chaque ligne sort de l'ombre pour arriver sur scène et défile en fonction du grade que l'on a. Donc par exemple, la première petite fille qui ouvre le défilé, c'est la plus jeune de l'école de danse. Donc souvent, c'est une petite fille qui a 9 ans. Et ensuite défilent au fur et à mesure les années de l'école de danse de plus en plus âgées, puis les femmes du corps de ballet. En commençant par une ligne de première danseuse, puis ensuite les gens du corps de ballet, puis s'intercalent entre ces gens du corps de ballet les danseurs étoiles. C'est vraiment une tradition très spécifique à l'opéra, et c'est une manière aussi de réaliser le collectif. Et ça, c'est intéressant, de réaliser le chemin qu'on a parcouru, puisque quand on est à l'école de danse, on voit les danseurs étoiles, on est très impressionné, on voit les danseurs du corps de ballet, on les trouve beaux, on les trouve forts. Et puis un jour, c'est nous qui devenons soit danseurs étoiles ou danseurs dans la compagnie, et on réalise le temps qui a passé, le chemin que l'on a parcouru à travers toute cette institution. Et on a beaucoup de tendresse à voir la jeune génération arriver. Puisqu'aujourd'hui, je regarde avec des grands yeux tous ces jeunes enfants qui ont 10 ans, qui ont des rêves plein la tête. Et j'étais à leur place il y a 15 ans, 20 ans. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puisque en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne fait que passer dans ces grandes institutions, comme à la Scala, comme à l'Opéra de Paris. On est là pour servir la danse, on est là pour servir une institution, on est là pour aussi se faire plaisir et se servir soi. Mais on ne fait que passer et c'est pas à propos de nous. On est là pour faire vibrer et faire vivre un patrimoine, une histoire et un art qu'est la danse. Et savoir que les générations finalement arrivent et qu'on va bientôt partir dans 10 ans, dans 15 ans pour certains, il y a quelque chose d'assez... c'est le cycle de la vie. E tu stesso hai mai partecipato alle sfilate di moda? C'è la connessione tra la danza e la moda? Je pense qu'il y a des rapports entre la danse et la mode. Après, je pense que ce défilé qu'on fait à l'Opéra de Paris est très différent d'un défilé de mode, puisqu'un défilé de mode est là pour présenter des tenues, pour présenter des vêtements, pour présenter de la haute couture certaines fois. Alors que là, on ne présente pas des vêtements, on présente des personnalités, on présente des danseurs. Surtout, je comparerais plus le défilé du corps de ballet de l'Opéra de Paris comme un défilé militaire. En présentant une forme de hiérarchie, en présentant une forme de protocole. Alors évidemment, il n'y a pas de logique militaire derrière le défilé du ballet de l'Opéra de Paris, mais il y a une logique de montrer la force d'une institution et sa longévité, comme il peut y avoir dans l'armée. Alors que ce n'est pas forcément le cas dans un défilé de mode. Après, oui, je pense qu'il y a des liens entre la danse et la mode. De manière générale, on a la chance à l'Opéra de Paris et dans les grandes maisons, dans les grands théâtres, de porter des costumes qui sont magnifiques, qui sont faits par les ateliers et par des gens qui ont une expertise et un métier d'art très particulier dans ces maisons. Donc aujourd'hui, quand on fait par exemple le Schiaccianoci à la Scala, mon costume, il a été confectionné par des gens qui ont une expertise magnifique dans l'art de tailler et de faire les vêtements pour les danseurs, et ça s'est fait à la Scala. Donc effectivement, on est sensible à la beauté des vêtements et on est sensible à la beauté des costumes. Donc je pense qu'entre la mode et la danse, il y a beaucoup de similitudes. Cambi spesso repertorio tra danza classica e contemporanea. Come ci riesci? C'è un allenamento specifico? Alors j'aimerais changer plus encore. Malgré tout, ça m'arrive de faire du contemporain pendant l'année. C'est assez difficile puisqu'en fait, il y a un temps de réadaptation du corps, puisque la danse classique est très spécifique. Ça nous demande de travailler le corps dans un certain sens, presque de le moduler, de le changer. Et quand on va sur la danse contemporaine, on utilise le corps complètement différemment. Donc c'est assez challengeant, il faut éviter de se blesser, il faut essayer de bien gérer les différentes contraintes en fait, qui sont complètement différentes. C'est comme si on faisait du foot et que en fait, du jour au lendemain, on faisait du basket. Donc c'est pas du tout les mêmes contraintes qui sont utilisées dans le corps. Malgré tout, c'est très intéressant de travailler en danse contemporaine parce qu'on travaille souvent avec des chorégraphes qui sont encore vivants, qui ont une capacité à nous apprendre des choses, à nous partager leur humanité, et surtout c'est une manière de s'exprimer tout à fait différente. Pour moi, c'est des espaces de liberté qui sont très importants. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est comme si on apprenait un nouvel alphabet. On apprend à parler une autre langue. Donc malgré l'expertise que l'on peut avoir sur de nombreuses années de scène et de répétition, il faut accepter de reprendre tout à zéro et d'être un débutant.
d'être un novice. Donc on met notre confiance dans les mains de quelqu'un qui va nous apprendre à parler son langage et à parler une nouvelle langue. Et ça, c'est un processus intéressant, puisqu'en fait, on doit finalement désapprendre tout ce que l'on connaît et accepter d'être disponible pour apprendre quelque chose de complètement neuf, afin de l'intégrer et d'en faire ce nouveau langage qui permet de s'exprimer dans le style du chorégraphe. A volte gli spettatori di balletto si identificano con i ballerini sul palco e si proiettano in loro. Secondo te chiunque può ballare? Je pense que n'importe qui peut danser. Je ne sais pas si on peut tous faire de la danse classique, parce que la danse classique demande quand même des particularités physiques. Et c'est un corps qui doit être modulé, changé quand on est un jeune enfant pour l'adapter à la technique dite du ballet classique, mais je pense que tout le monde peut danser. Et la danse, comme je le disais au tout début de l'interview, c'est simplement mettre une intention dans un mouvement. Alors, si le mouvement, c'est juste ça, déjà de mettre l'intention, d'avoir une discussion, de parler, de partager quelque chose, pour moi, c'est déjà un mouvement dansé. Donc, pour moi, à partir du moment où on a l'intention du mouvement et de ce partage et de cette expression, pour moi, c'est déjà un mouvement qui danse. Grazie Ugo per essere stato con noi. Merci beaucoup. Ciao, ciao, grazie. Anna, purtroppo il nostro tempo insieme è terminato, ma torniamo prestissimo. Sicuramente. Ricordate di seguirci per non perdere nessun episodio del nostro podcast e se vi è piaciuto fatecelo sapere. Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di Due a teatro! Hai ascoltato Due a teatro! il podcast di Tabata Caldironi E Anna Olcovaia. in collaborazione con A2A Life Company Fondazione AM. e Banco dell'Energia. Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodell'energia.it.